Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, avant que 2022 ne se referme, je tenais à vous parler d'un film assez peu connu dans la carrière d'Alfred Hitchcock, mais qui a fêté cette année ses 80 ans, sorti donc en 1942, cinquième colonne en VF, en version originale Saboteur, à pas confondre avec Sabotage, un de ces brûlots sortis en 1936 sous le titre français de Agent secret. Et ça tombe bien parce qu'on est plus ou moins dans la même mouvance ici, celle du thriller d'espionnage, avec au casting dans le rôle principal Robert Cummings, qui joue un faux coupable en fuite qui va tenter de prouver son innocence, thématique très chère au Hitch. À ses côtés, Priscilla Lane, qui avait déjà joué pour Michael Curtis, qui fera même un film avec Frank Capra par la suite. L'antagoniste principal est interprété par Otto Kruger, qui est un descendant d'un président d'Amérique pas très connu, et l'autre méchant, plus secondaire, mais qui est quand même poursuivi à la fin, est joué par Norman Lloyd. Et il faut savoir que donc c'est un long métrage américain, alors que Hitchcock avait commencé sa carrière aux États-Unis depuis quelques années, notamment il y avait eu l'excellent Rebecca, et que la production s'est lancée au moment où le pays entrait en guerre après l'attaque de Pearl Harbor, ce qui a transformé ce cinquième colonne, peut-être un peu malgré lui, en pseudo-film de propagande, même si ce n'est pas le propos principal. On va suivre donc un certain Barry Kane, un jeune ouvrier en aéronautique qui est témoin d'un incendie dans son usine, qui va tuer un de ses amis. Les flammes, comme ça, s'embrasent, sauf que très vite, c'est lui qui va être accusé d'avoir donc saboté l'endroit, et il va devoir fuir tout simplement avant peut-être de prouver son innocence en arrêtant le vrai coupable, parce que lui il a une idée précise derrière. Sauf que sur son chemin il va rencontrer une femme qui va être un petit peu pas facile à vivre avec lui parce qu'elle pense qu'il est coupable, mais après ils vont s'associer, bon j'en dis pas plus. Mais surtout le commanditaire, le big boss derrière ces sabotages, un gars qui a l'air bien sous tout rapport dans la haute société américaine, mais qui s'avère peut-être avoir quelques penchants fascistes, pour ne pas dire nazis, jamais ce n'est cité, ici dans l'œuvre, mais bon, vu l'époque, c'est tout comme. Et donc, sur la route, il va vivre pas mal d'aventures, d'abord pour échapper aux autorités, aussi donc à ceux qui ont créé tout ce stratagème de sabotage, et éventuellement, enfin, trouver donc le vrai coupable, parce que lui, il a une idée, c'est un certain Fry. Tout ça donc sur 1h45 un peu plus, c'est assez rythmé, il se passe pas mal de choses, et je l'avoue, c'est un bon film qui a des petits soucis. Disons que quand tu as vu plein de Hitchcock, tu as toutes les ficelles ici, et tu sens qu'il manque encore une petite maîtrise. Mais on est quand même dans ces brûlots un petit peu obscurs qui me plaisent pas mal. Il y avait eu Jeune et Innocent, période britannique, dont j'ai parlé sur la chaîne, et oui, il y a quelques années, qui a dû sortir dans les années 30, qui avait à peu près cette même thématique-là, du faux coupable et tout. Il y a eu les 39 marches aussi, que j'ai vu, mais je ne l'ai pas évoqué. Et bien sûr, tout ceci est plus ou moins un brouillon de ce qui sera le sommet de Hitchcock dans ce genre-là, l'espionnage, thriller et tout, l'homme en fuite. La mort aux trousses. On est dans cette mouvance-là de la carrière de Hitchcock. C'est assez franc du collier, direct, avec quelques moments forcément un peu téléphonés pour que l'histoire avance. Une fin que je trouve à la fois marquante, mais pour y arriver, là, sur le dernier acte, c'est un petit peu poussif, mais bon, évidemment, l'acte final, j'en dis pas plus, mais qui met aussi en scène la Statue de la Liberté à New York, ça va vous marquer la rétine, et c'est probablement l'un des moments marquants du cinéma de Hitchcock, au-delà peut-être même du film en lui-même. Et le petit bémol également qu'il y a, alors même s'il se débrouille plutôt bien, ce sont les actrices et acteurs principaux, ça manque de standing derrière, alors pas besoin d'avoir des grands noms, pour avoir de la superbe performance, mais là on sent quand même, sans leur faire offense, bien sûr, que c'est un petit peu de la seconde zone et ça manque un peu de charisme et de lien par moment, même si le duo fonctionne bien entre donc, ce fugitif Barry Kane et la jeune Patricia, qui va ne pas suivre les conseils de son oncle, un monsieur aveugle qui voit, c'est ça qui est intéressant, thématique intéressante, l'innocence, le seul, celui qui ne voit pas, qui sent que cet homme est innocent,
comme quoi la justice est aveugle, ou pas, justement. Et Patricia, elle n'y croit pas. Elle dit à son oncle, oui, je vais m'en occuper, mais très vite, elle veut le dénoncer. Mais ils vont partir ensemble sur la route, et c'est là qu'une liaison ou pas va s'établir. Du moins, vont-ils finalement réussir à se supporter l'un l'autre et se soutenir, plus ses affinités, ça j'en dis pas plus. Et c'est intéressant. Sauf que voilà, c'est un petit peu mineur, et quand les joutes verbales se font, bon, c'est bien écrit, hein, attention, au niveau des dialogues et tout, mais ça reste moins marquant que si ça avait été, je sais pas, James Stewart, Cary Grant, ou Tippi Hedren, enfin, et j'en passe, Grace Kelly. Mais voilà, ça, quand même. Après, oui, c'est cousu de fil blanc, certes, mais il y a un propos sur l'Amérique et sur la liberté et la démocratie. Ça, c'est intéressant parce qu'en filigrane, donc, on a ce Barry Kane qui est très vite accusé, et pour cause, ça arrange les saboteurs, faux semblants, tout ça. Mais derrière, les gens ont très vite fait de lui le coupable idéal, sans trop se poser de questions. Donc Hitchcock questionne ici avec son scénariste, hein, il est toujours accompagné de quelqu'un qui écrit pour lui, enfin souvent en tout cas. Et bien voilà, ils se mettent ici sur le questionnement d'un pays qui va peut-être parfois aller vite en besogne au niveau justice, et pourtant hein, l'Amérique est un fer de lance de la liberté, donc de cet ordre-là. Mais à une époque où justement les remous se font, alors dans le contexte du film, techniquement, il n'y a pas la guerre. Et pour cause, ça a été écrit avant que... Enfin, la guerre, l'Amérique n'est pas impliquée. C'est pas vraiment mentionné, on sent que quand même, il y a de la préparation militaire et tout, mais on évite quand même de faire des gaffes, on ne mentionne personne. Mais là, quand il est sorti, le film, forcément, il y avait ce côté-là. Et personne, je pense, donc quand les gens ont vu le film au cinéma à l'époque, n'a vu cette lecture un peu cynique des choses d'un Britannique, ce qui certes allait devenir le plus américain des cinéastes britanniques très vite, hein, mais qui a ce regard-là et qui n'hésite pas à mettre cela en avant. Mais en même temps, on brosse le portrait d'une Amérique qui a tous ces atouts-là, normalement, pour faire en sorte que Barry Kane s'en sorte et que les choses soient justes. On convoque pas mal de choses, et ici c'est plutôt le fait que ce soit corrompu par des gens à l'intérieur qui veulent faire vaciller ce grand état mondial, donc ces saboteurs fascistes qui rêvent de prendre le pouvoir au-delà du pouvoir et de dominer. Ils ont déjà l'argent, ils ont déjà l'influence, on le voit, il y a même une belle réception à la fin, mais il leur manque encore quelques coups d'éclat assez violents pour arriver à leur fin. Et c'est vrai qu'on traverse cette Amérique-là, certes ça finit à New York, mais on commence dans un petit patelin comme ça, alors déjà dans un entrepôt militaire très américain, après on va visiter un magnifique ranch très rural, où justement on a ce dandy bourgeois, un peu nouveau riche, qui est donc le leader des pseudo-nazis saboteurs, qui en voit a réussi son rêve américain et maintenant veut le faire tomber, intéressant. On traverse un peu le désert, on est dans une ville fantôme à un moment. Je n'ai plus je crois que c'est Soda City, non mais il y a un décor et une ambiance remarquable là-dessus. Voilà, on visite cette Amérique-là, on convoque un petit peu les choses, la route aussi évidemment, hein. Il y a presque du Steinbeck ou du John Ford par rapport au Raison de la colère, si on veut, mais pas. On ne mentionne pas, il n'y a plus de grande dépression là, hein. C'est techniquement le début des années 40, mais ça fait penser collectivement, comme ça, dans notre subconscient surtout, à cela, surtout quand il y a l'autostoppeur qui prend, voilà, avec la solidarité peut-être encore du peuple américain. Et oui, on a des moments aussi un peu d'humour, le cynisme un peu là, mais pas vraiment non plus violemment, hein. Et des moments quand même où c'est un peu drôle sur certains dialogues. Et le fait que Patricia, dans sa vraie vie, elle est mannequin pour affiches publicitaires, et à chaque fois, il y a des petits discours sur les pubs où elle pose, genre, ah, elle ne vous laissera jamais tomber, elle va vous suivre. Oui, mais en fait, ce qui se passe dans le film, c'est un peu l'inverse à chaque fois. Quand on pense qu'elle va le soutenir, elle va un petit peu lui planter un coup de couteau dans le dos, etc. Il y a aussi un passage qui est assez amusant, où il rencontre un cirque de freaks, hein, femmes bavardes et tout, qui vont rentrer eux-mêmes dans un débat démocratique pour savoir si on le dénonce à la police ou non. Et là aussi, il y a cette petite communauté où on voit que l'Amérique se divise entre elles, hein, sur les gens qui sont certes fidèles à des valeurs, mais qui ont aussi pas mal de méfiance. Donc c'est des petits trucs comme ça. Hommage évidemment peut-être aux Freaks de Todd Browning, aussi un hommage à la fiancée de Frankenstein avec l'oncle aveugle qui voit la vertu positive de l'homme, alors que tout le monde autour le considère comme le monstre, le coupable à abattre. Donc c'est bien. C'est un film qui est assez riche quand même, qui se laisse suivre, qui est assez divertissant, qui ne va pas forcément pousser beaucoup plus loin les choses. Et puis il y a donc ce final avec la Statue de la Liberté,
un petit peu vertigineux, qui va d'ailleurs peut-être préfigurer aussi de Vertigo sur Froide, quelque part. Donc ce film, je pense, pour les fans de Hitchcock, s'ils ne le connaissent pas, n'hésitez pas à vous jeter dessus, parce que vous y retrouverez des choses qui sont intervenues avant La Mort aux trousses ou Vertigo, mais bon, aussi qui sont dans la continuité de Jeune et Innocent ou des 39 marches, pour ne citer que cela. En tout cas, à voir en cette fin d'année, un petit film en noir et blanc en famille comme ça, à l'ancienne, pourquoi pas. Et surtout, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez si vous l'avez vu. Je crois qu'il est facilement trouvable. J'en dis pas plus, mais sur YouTube, je l'ai vu. Peut-être pas en VF, par contre, malheureusement. Mais voilà, discutons-en ensemble, parce que Hitchcock, son cinéma, il est riche. Même s'il y a forcément des croisements et tout, eh bien, on retrouve sa patte, et il y a toujours quelque chose qui fait que ces films sortent un peu du lot, même quand ils sont supposés être, entre guillemets, j'aime pas trop le terme, mais mineurs dans sa carrière. Allez, à la prochaine, ciao.